Chronologie d'un traitement prothétique amovible d'un édentement partiel. Nous allons commencer par une observation clinique de notre patient. Cette observation clinique doit aboutir à un diagnostic et un pronostic. En particulier, si je ne fais rien pour mon patient, qu'est-ce qui va se passer ? Et si je fais quelque chose, si je fais un traitement de ce patient, qu'est-ce que je peux espérer ? Ce diagnostic et ce pronostic va me permettre de mettre en place des plans de traitement avec des alternatives et je pourrais ainsi aboutir à une notion particulièrement intéressante pour mon patient qui est le consentement éclairé. Ce qui veut dire que mon patient saura ce qu'il peut espérer du rétablissement des fonctions. Car en fait, il s'agit ici de rétablir les fonctions perdues de notre patient. Le premier cas clinique de cette diapositive montre le cas d'une femme qui a un problème de maladie parodontale et qui doit être restaurée du point de vue prothétique. En fait, se pose la question, est-ce que la dimension verticale que j'ai ici devant moi est la bonne ? Il faut encore pouvoir le vérifier. C'est pas parce que j'ai quelques dents qui se touchent que la dimension verticale est bonne. Est-ce que son intercuspidie maxillaire coïncide avec une bonne référence mandibulo-maxillaire et qu'il n'y a pas de contrainte articulaire ou de contrainte neuromusculaire, musculaire. Ensuite, est-ce que les rapports couronne clinique, racine clinique me permettent d'avoir des attaches solides pour ma prothèse partielle ? Est-ce que le plan d'occlusion est parallèle au plan de Francfort ou au plan de Camper ? En autant de questions et bien d'autres, avant de pouvoir penser à rétablir prothétiquement une occlusion correcte pour cette patiente. Le deuxième cas clinique montre la bouche d'une patiente qui avait de bons moyens financiers et qui s'est avérée être très coopérante. En fait, on voit le résultat d'une incohérence de plusieurs traitements faits les uns après les autres et qui donne l'impression d'une certaine incompétence des praticiens qui l'ont traité. En fait, l'échec est essentiellement dû, d'une part, peut-être à la qualité des travaux, mais surtout au fait qu'il n'y a pas eu un raisonnement global dans la restauration de cette bouche. La restauration de cette bouche nécessite une approche pluridisciplinaire et il faut savoir que la prothèse, en fait, vient largement en dernier dans la chronologie d'une restauration buccale et qu'elle cautionne un état. Cet état cautionné par une prothèse engage le pronostic de l'ensemble des réhabilitations fonctionnelles de cette bouche. L'observation clinique ayant été réalisée, nous allons maintenant in vitro au laboratoire faire une étude de la faisabilité des différents plans de traitement que nous souhaiterions pour ce patient. Nous allons donc réaliser des modèles dits de diagnostic et de faisabilité. Pour pouvoir avoir des modèles qui s'approchent le plus possible de la réalité, il nous faut un modèle maxillaire et un modèle mandibulaire sur un articulateur qui se trouve dans un rapport, dans une relation qui est la même que celle du patient. C'est-à-dire qu'il nous faut une relation mandibulo-maxillaire de référence qui permette effectivement que le travail réalisé sur l'articulateur soit dans un rapport identique mandibulo-maxillaire que sur le patient. C'est la première difficulté. C'est même une très grosse difficulté parce qu'il faut pour cela définir une posture mandibulaire de référence telle que les articulations ne présentent aucune contrainte
et qu'il n'y ait non plus aucune contrainte neuromusculaire. L'ensemble avec une dimension verticale correcte. La deuxième étape, ce sera un équilibrage occlusal de ces modèles, en recherchant particulièrement les 1 ou 2 points, voire rarement 3 points, de contact déflecteurs, c'est-à-dire des points de contact qui vont faire que la mandibule va glisser parce que ces points gênent le patient et en fait le patient va essayer d'échapper à ces petits contacts qui l'ennuient. Ces contacts déflecteurs doivent être absolument supprimés pour que l'intercuspidie future du patient coïncide avec la relation mandibulo-maxillaire de référence. Ces deux premières étapes réalisées, nous ferons ensuite la troisième étape de réalisation de ces modèles de diagnostic en faisant des cires de correction des morphologies axiales et occlusales et un montage directeur des dents de commerce sur les crêtes édentées de ces modèles. La première difficulté va être de définir une relation mandibulo-maxillaire de référence et de transférer cette relation sur l'articulateur. Pour cela, il nous faut d'abord obtenir cette relation de référence mandibulo-maxillaire. Elle peut être obtenue après avoir obtenu la détente neuromusculaire de notre patient et une absence de contrainte articulaire. Il nous faut pour cela le comprendre, faire un examen du patient et utiliser des moyens qui peuvent être des jigs, des gouttières ou autres, tels qu'on soit absolument sûr de cette relation. Une fois que cette relation est obtenue, elle est enregistrée. Là encore, la technique d'enregistrement doit être une technique telle qu'il n'y ait pas de défaut et que cette technique n'induise pas une erreur dans la relation mandibulo-maxillaire de référence. L'enregistrement ayant été réalisé, nous avons encore une troisième petite source d'erreur qui est celle du transfert sur l'articulateur. Nous devons avoir un protocole parfaitement défini du transfert sur l'articulateur. Très souvent, des confrères refusent que cet articulateur puisse être valable parce que d'abord ils obtiennent mal la relation de référence, ou alors ils l'enregistrent mal, ou alors le transfert est pas très bien fait. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec deux modèles mandibulo-maxillaires qui ne sont pas dans le bon rapport et qui ceci va faire que quelque part les prothèses réalisées au laboratoire ne pourront pas être mises en bouche sans beaucoup de retouches, particulièrement en occlusal. L'articulateur est une aide à une seule condition, c'est effectivement de prendre un soin particulier à bien enregistrer, bien obtenir, bien enregistrer et bien transférer la relation mandibulo-maxillaire de référence de notre patient. Pour pouvoir obtenir cette relation mandibulo-maxillaire de référence, il nous faut vérifier que le patient ait une détente neuromusculaire correcte, c'est-à-dire aucun spasme musculaire. Cette vérification se fait de bas en haut, en partant du sternum, c'est-à-dire des SCM. Ensuite, on passe au sous-essusoïdien, plancher de la bouche, etc. Si on vérifie tous les muscles dits abaisseurs ou élévateurs de la mandibule, en fait, c'est un peu plus complexe. C'est l'ensemble des muscles qui soutiennent la mandibule qui doit être vérifié. Et puis ensuite, on vérifie aussi les articulations. Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Est-ce qu'il n'y a pas de clic, de craquement, de claquement? Est-ce qu'il n'y a pas de contrainte articulaire? Est-ce qu'il y a un asynchronisme ou pas? Car nos prothèses vont cautionner l'état articulaire et l'état neuromusculaire. Il nous faut donc absolument vérifier toute cette chaîne neuromusculaire et ces deux articulations. Et pour ce faire, un examen simple, rapide, peut être fait très simplement au cabinet. Bien détendu. Vous regardez loin devant vous. Bien détendu. Vous fermez les yeux et vous laissez aller. Fermez. Ça part en avant. Bien détendu. Vous fermez les yeux.
ça part à droite. Nous voyons ici d'autres tests permettant de vérifier la qualité de cette chaîne neuromusculaire. En haut et à gauche, le fait de vérifier la convergence des yeux et que cette convergence se fasse correctement permet de vérifier que tous les petits muscles qui maintiennent la posture de l'œil dans le crâne ne soient pas sous tension. En fait, il y a un diagnostic différentiel aussi à faire avec parfois des yeux qui ont un problème qui n'est pas forcément le même à droite et à gauche, et puis s'il y a plus de 3 ou 4 dioptries de différence entre les deux yeux, il est évident qu'on aura forcément aussi des problèmes de convergence. Mais c'est un test qui peut nous aider. Autre test qui peut aussi vraiment nous aider, c'est ce que l'on peut voir sur les deux photos de face et de profil de cette personne. Eh bien, lorsqu'elle est debout, les bras ballants, tranquille, en regardant loin sur l'horizon, eh bien, si on lui demande de fermer les yeux, sa référence visuelle va disparaître, et à ce moment-là, le corps va partir en avant ou en arrière, sur le côté droit ou sur le côté gauche, suivant la chaîne neuromusculaire qui est tendue et qui va tirer de son côté. Ensuite, eh bien, les capteurs de l'oreille interne qui ne font qu'analyser la vitesse de déplacement du corps vont induire un mouvement réflexe aussi rapide qui s'est fait dans un sens, dans l'autre sens. Vous verrez sur les vidéos la façon dont cette chose peut se faire. En particulier, vous verrez que dans la diapositive en haut et à droite, quand cette patiente part en avant, eh bien, à un moment donné, elle lève les sourcils tellement elle est surprise par le fait qu'elle parte en avant. Ce sont ces récepteurs au niveau des pieds, ces récepteurs proprioceptifs qui lui donnent une information de sa posture, et son oreille interne qui lui donne une information de la vitesse du déplacement de son corps lorsque le regard ne lui permet plus de savoir exactement quelle est sa bonne position. Ensuite, il y a un autre test qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il est beaucoup plus simple à faire, c'est le test de la main. C'est-à-dire que si on prend la main du patient, et puis qu'on la maintient de manière horizontale, et qu'on la lâche, et bien normalement cette main tombe très facilement. La plupart des patients ont une bonne détente neuromusculaire qui permet à cette main de tomber facilement. Donc on peut apprécier la qualité de la détente neuromusculaire avec ce test. Et bien normalement, lorsqu'on mobilise la mandibule, en la tenant par le menton, la tête ne devrait pas bouger. La tête ne devrait pas suivre ce mouvement qu'on a par le menton. On peut demander au patient, effectivement, de se laisser aller, d'essayer de faire que sa mandibule soit la plus détendue possible. Et vous verrez que, en général, il y a très peu de patients qui permettent un mouvement facile du mouvement mandibulaire. Ça veut dire qu'il existe toujours un minimum de tension. Et il va falloir éliminer ce minimum de tension de telle manière à avoir une bonne référence mandibulo-maxillaire. Nous présentons ici différents moyens d'obtenir cette détente neuromusculaire et cette absence de contrainte articulaire. Le premier système qui me convient très bien, c'est cette orthèse de type SLT, qui est en fait une gouttière qui est très fine, qui a un protocole de fabrication très bien défini et très particulier. Il n'y a pas de contact au niveau des sets, elle est très fine, elle est équilibrée au moins une fois par semaine. Sur 5 semaines, elle est portée la nuit, et elle permet au bout de 5 semaines en moyenne, d'après les statistiques, elle permet d'obtenir une détente neuromusculaire vraiment très fiable. Et elle permet d'obtenir donc cette relation mandibulo-maxillaire de référence de manière parfaitement fiable. Ensuite, elle servira aussi de méthode d'enregistrement, comme on le verra plus tard, pour monter sur un articulateur. Mais il existe aussi bien d'autres systèmes. Vous voyez par exemple ici un plan rétro-incisif ou des prothèses provisoires avec un recouvrement occlusal qui permettent de séparer les dents lors de l'occlusion. À partir du moment où on interpose quelque chose entre les dents au niveau de l'occlusion, eh bien on déprogramme le patient, certains disent ça, ou le patient plus simplement oublie la façon dont il déviait sa mandibule pour éviter les points d'effecteur, et de ce fait-là, on retrouve une position
qui est une position de référence. C'est quelque chose, à mon avis, d'indispensable pour avoir un montage sur articulateur qui soit vraiment fiable. Ayant obtenu une position de référence entre la mandibule et le maxillaire, l'ayant ensuite enregistré, nous avons transféré cette relation sur l'articulateur et donc nous avons maintenant deux modèles d'études qui se trouvent dans un rapport qui est le même que celui qui existe sur le patient. Nous allons donc procéder à ce qu'on appelle une analyse occlusale, c'est-à-dire voir quelles sont les erreurs, les défauts de cette occlusion, rechercher en particulier les 1, 2 ou 3 malheureux points, mais importants, qui sont des points déflecteurs. On recherchera ensuite des points de prématurité de surocclusion, et puis ensuite on recherchera les interférences dans les mouvements dynamiques. La première des choses, c'est vraiment de procéder à un équilibrage occlusal des modèles en éliminant ces contacts déflecteurs. Et pour ça, nous verrons qu'il y a des règles parfaitement précises qui sont très simples à mettre en œuvre et qui permettent d'avoir une coïncidence entre l'intercuspidie du patient, c'est-à-dire l'engrainement de ses dents, et ensuite la relation mandibulo-maxillaire de référence. Pour réaliser des modèles d'études, en général, on prend une empreinte alginate du maxillaire et de la mandibule. Il est bon d'avoir deux paires de modèles d'études. Une paire qui servira à la traçabilité de notre traitement, c'est-à-dire que ce sera un modèle référent qui permettra de savoir quel était l'état de notre patient avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et c'est des modèles qui légalement ne doivent pas être touchés pendant des années de telle manière à ce que, en cas de problème avec le patient, on puisse donner l'explication du pourquoi de notre traitement et surtout quel était l'état de notre patient. Une deuxième paire de modèles est une deuxième paire de modèles de travail. On les dit des modèles de diagnostic. Ces modèles de diagnostic, eh bien, souvent on les segmente, comme on les voit là, de telle manière à définir quelles sont les dents qui les premières interfèrent et provoquent une déviation de la mandibule, même très légère, et provoquent ainsi une contrainte au niveau de l'articulation ou de la neuromusculature, voire les deux. Soit ils sont segmentés comme on les voit là lorsque le cas est difficile, lorsque le cas est plus simple, il suffit simplement avec un papier type Ménol de 7 microns en double épaisseur, ce qui fait 15 microns, eh bien de rechercher le premier contact et le deuxième, très rarement le troisième contact, qui crée une déflexion de la mandibule, c'est-à-dire que ce contact, le patient va l'éviter et va prendre une position, une posture de défense qui est en fait une intercuspidie habituelle, qu'on confond très souvent avec l'intercuspidie maximum, qui n'est pas du tout ça. Donc cette intercuspidie habituelle, eh bien, elle est souvent source de contrainte et il va falloir éliminer ces contacts déflecteurs. C'est ce qui est important, le plus important. Ensuite, il restera à régler les contacts de surocclusion ou de sous-occlusion, qui ne sont pas forcément des contacts déflecteurs, et ensuite les contacts qui interfèrent lors de la cinématique des mouvements de latéralité et de propulsion du patient. Donc on a trois types de contacts prématurés, les contacts déflecteurs, les contacts qui sont dits de sous-occlusion, qui ne provoquent pas de mouvement mandibulaire de défense, et ensuite les interférences. Ceci étant réalisé, on a la possibilité ensuite de pouvoir corriger nos modèles. L'équilibrage occlusal des modèles ayant été réalisé, c'est-à-dire que nous avons maintenant une coïncidence entre la relation mandibulo-maxillaire et l'engrainement des modèles, nous allons procéder à des cires de correction des morphologies axiales et occlusales qui seront les futures prothèses du patient, qui peuvent être par exemple des couronnes, qui peuvent être par exemple des onlets,
ou simplement de petites corrections des morphologies des dents directement en bouche. Et puis on va procéder aussi au montage directeur des dents prothétiques au niveau des secteurs édentés. C'est-à-dire que les édentements, on va utiliser pour combler ces édentements des dents du commerce, et on va monter ces dents du commerce pour vérifier qu'elles puissent être montées correctement, savoir quelle est leur taille, leur volume, la qualité des morphologies. C'est-à-dire qu'en fait, nous allons pouvoir établir si la conception de la prothèse que nous souhaitons réaliser est possible. Et ça, c'est une étape vraiment importante. Comment réaliser ce modèle maxillaire et ce modèle mandibulaire, ou les deux, et en faire des modèles dits de diagnostic? Eh bien, dans un premier temps, on observe et on fait l'inventaire de toutes les corrections qu'il y a à faire, et ça fera l'objet d'un TP. Ensuite, on fait les coronoplasties axiales et sagittales, on modifie ces coronoplasties. On pratique ces coronoplasties soit par soustraction, en sculptant, ou soit par addition avec des cires, et on réalise, comme je disais, un montage directeur à l'aide de dents du commerce, de dents prothétiques du commerce. Pour cela, quelques remarques. L'étude et la réalisation se font toujours suivant 3 plans. Un plan frontal, sagittal et occlusal. Et il faut prendre l'habitude de toujours regarder nos modèles suivant ces 3 plans. Deuxième type de remarque, c'est la position d'une dent est définie spatialement par son grand axe. Et son grand axe, il peut être vérifié par rapport à un plan de référence, qui peut être le plan d'occlusion. On sait par exemple que certaines dents, comme les prémolaires, sont grossièrement perpendiculaires au plan d'occlusion, plan moyen d'occlusion, mais aussi on peut utiliser par exemple le plan de Francfort. On sait par exemple que les centrales sont perpendiculaires plutôt au plan de Francfort. Donc on a la possibilité d'avoir des références quant au grand axe des dents. Le deuxième critère permettant de définir cette position, c'est la situation du bord libre ou des pointes cuspidiennes. Cette situation va permettre de savoir si ce bord libre ou ces pointes cuspidiennes sont exactement dans le plan moyen d'occlusion, si elles sont légèrement au-dessus, en dessous, quel est le rapport de ces bords libres ou de ces pointes cuspidiennes avec les commissions labiales, avec la lèvre inférieure. Il y a donc des moyens de vérifier cette situation, soit sur l'articulateur, soit en bouche. Le troisième moyen de définir la position d'une dent, c'est sa rotation en vue occlusale, qui peut être horaire ou anti-horaire. On sait qu'on a un arc incivo-canin, et que les dents doivent s'inscrire dans cet arc incivo-canin, et qu'au niveau des dents postérieures, par exemple, on doit avoir un alignement des cuspides vestibulaires, un alignement des cuspides linguales, ou encore un alignement des sillons mésiodistaux. Par rapport à ces alignements, on va pouvoir définir si une dent est en rotation horaire ou anti-horaire. Nous verrons donc ça en TP, et vous réaliserez un modèle de diagnostic. La deuxième paire de modèles d'études, qui sont en fait des modèles de travail, deviennent des modèles de diagnostic et de faisabilité lorsqu'on fait des corrections. Ces corrections, on les voit sur le premier cas. On remarque sur le secteur 2 qu'un bridge a été réalisé en cire avec des volumes et des morphologies, de même qu'une couronne sur le secteur 1, et qu'à son antagoniste, on a réalisé non seulement 2 couronnes, mais aussi on a monté des dents du commerce, on a réalisé un montage dit directeur, de telle manière à vérifier la fonctionnalité et l'esthétique de notre cas. Dans le deuxième cas, on peut remarquer aussi que le bridge du secteur 1 a été refait, a été modifié, que les volumes et l'occlusion et les morphologies ont été aussi retouchés, même revus complètement, et que pour la 21 et la 22, il a été prévu 2 couronnes qui ont été faites en fonction d'un couloir prothétique qui est donné par les montages directeurs des dents
du secteur 2, qui sont des dents de prothèse du commerce. Et nous voyons qu'il y a une dépendance entre la réalisation des cires de 21 et 22 et du montage directeur. Ces modèles vont permettre ensuite de réaliser en bouche des prothèses, des préparations pour recevoir ces prothèses telles qu'elles ont été définies sur les modèles de diagnostic. La parfaite réalisation de nos futures prothèses passe par le respect des 7 clés de l'occlusodontie prothétique. Ces 7 clés, c'est d'une part l'équilibre occlusal qui permet d'avoir un facteur de stabilité de nos prothèses et de ne pas induire une mauvaise posture mandibulaire avec des contraintes au niveau de l'articulation et de la neuromusculature. C'est le respect d'un plan moyen d'occlusion qui permet lui aussi, suivant son orientation et sa situation, de ne pas avoir par exemple d'interférence dans certains cas lors de la cinématique mandibulaire. Ensuite, le troisième point, c'est le couloir prothétique qui permet d'avoir un équilibre entre la pression de la ceinture jugale et labiale et d'autre part la pression de la langue. Puis ensuite, nous avons le quatrième point qui est le champ fonctionnel, le respect du champ fonctionnel, qui permet aux dents d'avoir une certaine liberté sans contact et qui permettent la phonétique, la mastication. L'expression de ce champ fonctionnel s'appelle le guide antérieur sur l'articulateur. Cinquième point, ce sont le choix des schémas occlusaux. Nous avons différents schémas occlusaux, fonction canine, fonction de groupe, bilatéralement équilibré, schéma occlusal à fonction postérieure unique, qui permet d'avoir une déglutition de qualité lorsqu'on n'a pas de guide antérieur. On verra aussi que l'unicité de l'occlusion postérieure existe dans tous les autres schémas occlusaux. Et puis ensuite, il y a les différents types de morphologie occlusale en fonction du patient, du schéma occlusal et du guide antérieur. Il restera à définir l'axe d'insertion qui est généralement perpendiculaire au plan moyen d'occlusion et qui permet une insertion et éviter une désinsertion de la prothèse, particulièrement pendant la mastication. L'étape pré-prothétique ayant été réalisée, c'est-à-dire que notre patient est parfaitement assaini, mise en condition, nous allons passer maintenant à la réalisation clinique de notre choix thérapeutique. Deux cas vont se présenter, soit il y a besoin d'une prothèse conjointe, ou il n'y a pas besoin de prothèse conjointe, et nous devrons simplement préparer les dents résiduelles, c'est-à-dire les dents du patient, à recevoir cette prothèse partielle, en particulier à recevoir les crochets, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des préparations pelliculaires. Donc soit on aura de la prothèse conjointe avec des fraisages, avec des attachements, ou simplement une restructuration de la bouche au niveau des plans d'occlusion et couloir prothétique, soit on aura simplement des dents naturelles à préparer. En haut et à gauche, nous avons le modèle en plate qui est en fait le modèle de diagnostic et montage directeur. C'est-à-dire que le modèle de diagnostic en cire, avec le montage directeur des dents du commerce, on en a pris l'empreinte, on l'a coulée en plâtre, et ainsi on a pu fabriquer un thermoformage, une feuille de plastique thermoformée, qui permet de faire les préparations en bouche, en vérifiant que ces préparations soient bien dans le couloir prothétique, respectent le plan d'occlusion, et que des épaisseurs de préparation sont suffisantes pour qu'il y ait de la place pour le métal, pour la céramique, aussi pour les attachements et aussi pour les fraisages. À l'issue de ces préparations, eh bien, nous faisons une empreinte de la prothèse fixée et ces prothèses conjointes sont alors réalisées. Les empreintes sont coulées pour notre part au cabinet, c'est-à-dire en clinique. En effet, nous estimons que dans la responsabilité de la coulée des empreintes et de la clinique et du praticien.
Ainsi, il n'y a pas de contestation possible. Il a pris son empreinte, il coule son empreinte et il donne au laboratoire un maître modèle monté sur articulateur. La feuille de route doit préciser un certain nombre de points. La feuille de route permettant au laboratoire de réaliser la prothèse doit donner la nature du plan d'occlusion, du couloir prothétique, du guide antérieur permettant le réglage de l'articulateur, du schéma occlusal convenu, de l'axe d'insertion choisi. Ainsi, l'articulateur peut être réglé, le tracé de plaque doit être fait sur une feuille en papier, mais aussi sur les modèles d'études. Il doit y avoir des indications de fraisage et des différentes attaches que l'on va mettre, et aussi une indication concernant les matériaux, la forme et la teinte de ces matériaux, en particulier des dents du commerce et des céramiques. Ainsi, le laboratoire va pouvoir définir des morphologies axiales et occlusales de nos prothèses. La prothèse conjointe ou fixée sera ensuite essayée en bouche, puis ensuite se posera le problème de savoir si on la scelle ou on ne la scelle pas. Deux écoles. Une école préfère ne pas sceller la prothèse conjointe, et à ce moment-là, les empreintes de prothèses adjointes seront faites avec les prothèses conjointes ou fixées en bouche, et ces prothèses seront emmenées dans l'empreinte, et ainsi un nouveau modèle, maître modèle, sera réalisé avec des prothèses conjointes qui seront sur ce modèle. Une deuxième technique, une deuxième école, qui est la mienne, est en général, et dans la plupart des cas, est de sceller la prothèse conjointe. Je pense que le fait de sceller la prothèse conjointe permet de régler beaucoup de problèmes, en particulier les problèmes liés au scellement. Ensuite, nous avons des matériaux, et pour ma part c'est de l'alginate hydro, qui permettent d'avoir de très très bonnes empreintes une fois la prothèse scellée, afin de réaliser notre prothèse adjointe partielle. Donc la prothèse pour ma part sera scellée, les empreintes ensuite d'adjointes permettront de réaliser un maître modèle avec la forme de ces prothèses conjointes. Les techniques d'empreinte, ce sera un cours absolument important, parce que ces techniques d'empreinte, il y a une arborescence de possibilités extraordinaires, et en fait ces techniques d'empreinte seront suivant deux grandes écoles. Est-ce que je peux ou pas enregistrer la dépressibilité tissulaire? Parmi les techniques d'empreinte, on va distinguer deux grandes familles: les empreintes primaires, qui sont des empreintes mucostatiques, qui fait que le jeu musculaire n'est pas enregistré, et puis des empreintes dites secondaires ou anatomo-fonctionnelles, où le jeu musculaire est enregistré. L'intérêt d'enregistrer le jeu musculaire est d'être sûr qu'il n'y ait pas un jeu musculaire qui déstabilise nos prothèses, et pouvoir s'étendre quand même au maximum, afin d'avoir la plus grande surface d'appui, et donc l'enfoncement minimum de nos prothèses. Au maxillaire, sauf dans le cas de prothèses subtotales, pour ma part, ce sont essentiellement des prothèses alginates, en alginate. Ces prothèses en alginate sont réalisées avec un alginate qui est battu mécaniquement sous vide, et qui permet d'avoir quelque chose de très très précis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alginate est quand même un hydrocolloïde. À la mandibule, là aussi, pour ma part, on prendra toujours une empreinte à l'alginate, sauf que cette empreinte à l'alginate, d'une très grande précision, servira à obtenir le châssis, mais pourra être ensuite corrigée avec une deuxième technique d'empreinte dite anatomo-fonctionnelle. Nous voyons sur cette photo un châssis qui a été obtenu à partir d'une empreinte dite primaire. Cette empreinte a été prise au plâtre, a été coulée dans un plâtre très dur, un plâtre à die, pour ma part du Fujirock, qui présente un avantage énorme, c'est d'avoir de très bonnes propriétés mécaniques et une très très faible expansion. Le plâtre doit évidemment être pesé de telle manière à respecter les normes du constructeur.
On peut remarquer sur ce châssis qu'il y a des crochets, il y a des griffes au niveau antérieur qui permettent de stabiliser le châssis pendant la réalisation de la prothèse. Ces griffes seront ensuite coupées. Nous voyons sur ces photos la possibilité que l'on a de modifier une empreinte dite primaire en empreinte anatomo-fonctionnelle. Pour ma part, vous voyez que le châssis est sur le modèle en haut et à gauche, donc sur la photo en haut et à gauche. Sur ce châssis, on réalise au niveau des grilles des selles porte-empreintes qui sont espacées, puisque j'utilise comme matériau d'empreinte de la pâte de Kerr. Cette pâte de Kerr me permet de stabiliser mon empreinte directement en bouche, et la pâte de Kerr est un matériau très dur, de vérifier directement que ma prothèse soit stable avant de passer à une étape ultérieure. Sur la photo qui est en haut à droite, vous voyez que du fait que la pâte de Kerr est un matériau dur, eh bien je peux faire d'une pierre deux coups et utiliser ces selles porte-empreinte avec de la pâte de Kerr à l'intrado comme maquette d'occlusion pour enregistrer mon occlusion. En fait, une fois que l'empreinte a été prise et l'occlusion a été prise, eh bien on va découper le modèle de la photo de gauche, on va le découper au niveau des selles, on va ne garder que la partie antérieure qui correspond au châssis, barre linguale, crochet, etc. Et on va modifier ce modèle en recoulant du plâtre au niveau des selles porte-empreinte. Sur le deuxième cas clinique, eh bien, on voit la réalisation d'une selle avec son petit bourrelet et on voit l'intrado de cette selle qui est en pâte de Kerr et qui a permis d'avoir une empreinte anatomo-fonctionnelle, c'est-à-dire que les limites sont à la limite du jeu musculaire auquel on a demandé les plus grands mouvements, puisque là on ne recherche pas une notion de joint comme en prothèse complète, mais de limite anatomo-fonctionnelle. Et d'autre part, on a pu vérifier que le châssis était stable en bouche, en s'en mordre sur l'empreinte sur un coton salivaire, de telle manière à vérifier que l'empreinte était parfaitement stable. Effectivement, c'est le seul matériau suffisamment rigide qui permet de faire ce test. Tous les autres matériaux, y compris la pâte Zoé, ne permet pas de faire ce test d'enregistrement de l'enfoncement de la prothèse, de la dépressibilité tissulaire. C'est une technique un peu particulière qui autrefois été utilisée en prothèse complète et peut être parfaitement utilisée dans le cadre d'une prothèse partielle. Sur cette photo, on remarque donc un modèle qui est issu d'une empreinte primaire. Vous voyez la partie jaune foncé et l'empreinte primaire. Par contre, vous avez une partie jaune clair qui est issue d'une empreinte secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle a été découpé et la selle porte-empreinte a permis d'avoir un modèle corrigé en anatomo-fonctionnel au niveau du secteur 3. C'est-à-dire que le secteur antérieur et le secteur 4 sont issus de l'empreinte primaire et le secteur 3 est issu d'une empreinte donc dite secondaire. Nous avons ici ainsi la possibilité d'avoir la selle la plus longue possible qui recouvre le trigone et puis la plus étendue possible afin de limiter l'enfoncement de cette prothèse et ensuite d'avoir un effet scoliodontique minimum au niveau de la 33. Comme l'indique le titre de cette diapositive, eh bien, nous voyons que les maîtres modèles sont montés sur articulateur, que des cires ont été coulées, des bases en cire ont été coulées, les dents du commerce ont été montées, suivant des règles qui sont parfaitement définies. Ensuite, un essayage esthétique et fonctionnel a été fait. Donc là, on est un peu dans le cadre de la prothèse complète, c'est-à-dire toute la partie en cire ressemble énormément au niveau du montage à un montage de prothèse complète, sauf que le schéma occlusal, je vous le rappelle, sera différent suivant qu'on est on a une prothèse complète en antagoniste ou une denture naturelle. Et ensuite, la cire va être remplie
placé par de la résine, ce qu'on appelle une mise en moufle, et ainsi la prothèse sera terminée, on pourra la poser en bouche et commencera une étape totalement différente mais indispensable, qui c'est l'étape post-prothétique et qui est l'étape des doléances. C'est-à-dire qu'on va vérifier que tout aille bien en bouche, que le praticien mais aussi le patient soit satisfait. Comme je vous le disais sur la diapositive précédente, l'étape de la pose de la prothèse est une étape terminale dans la fabrication de la prothèse, mais n'est pas l'étape terminale d'un traitement prothétique. Le traitement prothétique, lui, il sera fini une fois que les prothèses ont été intégrées par le patient. Intégrées par le patient, c'est-à-dire qu'on va vérifier que les bases soient correctes, que les bases prothétiques n'irritent pas le patient, ne gênent pas le patient. D'autre part, que l'occlusion est correcte et que le praticien et le patient soient satisfaits, c'est-à-dire que les doléances du patient aient été prises en compte par le praticien afin de pouvoir y répondre au mieux. Il faut savoir que cette étape post-prothétique est une étape majeure en prothèse adjointe parce qu'il est évident que c'est quand même un traitement relativement invasif. Il n'est pas facile d'accepter d'avoir une prothèse adjointe en bouche et il y a une petite part de résignation que le patient devra avoir à accepter ce type de prothèse, mais il est évident aussi que nous devons, nous, avoir l'honnêteté d'avoir répondu au mieux à la demande du patient et en particulier à la réhabilitation fonctionnelle de ce patient. Cette photo, juste pour rappeler que notre traitement n'est jamais vraiment fini et que, en fait, si nous aimons notre travail et si nous rêvons de faire des cas merveilleux, ils ne peuvent être que merveilleux que pour nous. Pour un patient, rien ne vaudra jamais ses dents. Aussi, nous avons quand même la responsabilité de rendre service à notre patient, une responsabilité vis-à-vis du patient et vis-à-vis de la société. C'est pour ça que je crois que nous devons permettre à un patient de se réintégrer dans son milieu social. Et je crois que nous ne sommes pas là vraiment pour faire de l'esthétique, mais nous sommes là pour pouvoir permettre à un patient de ne pas être gêné d'un point de vue esthétique dans son milieu social, ce que je définirais comme la fonction esthétique. C'est pour ça que l'esthétique appartenant au subjectif du patient, la fonction esthétique, à mon sens, appartient à la profession et à des professionnels qui ont des critères permettant de dire si oui ou non ils ont rétabli cette fonction esthétique et que cette fonction esthétique est suffisante pour que le patient soit heureux dans son environnement social. Je crois qu'à ce moment-là, on aura une idée de notre métier qui sera beaucoup plus celle d'un thérapeute que celle d'un esthéticien. Nous allons présenter de manière très succincte des cas cliniques qui permettent de se familiariser un peu avec la prothèse combinée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre que la prothèse partielle est une prothèse de réhabilitation orale, puisqu'elle touche au moins à 2 secteurs et qu'elle dépend d'un antagoniste. Nous allons voir dans un premier temps des cas cliniques, la notion d'attachement. Nous allons voir qu'il existe des attachements axiaux et des attachements coronaires. Ceci va nous permettre de nous familiariser un peu avec une certaine terminologie. Nous voyons ici un attachement dit axial, c'est-à-dire qu'une racine était légèrement mobile. Le rapport couronne clinique-racine clinique étant défavorable, il était préférable de diminuer cette dent de hauteur en la rasant au niveau de la gencive, en la préparant pour recevoir une chape surmontée d'un attachement. Ici, un attachement particulier qui est très peu haut, qui fait 1,8 mm de hauteur et qui agit comme un bouton pression, c'est-à-dire que la prothèse va venir se mettre en place sur cet attachement à l'aide d'un clip
qui fait que la prothèse est ainsi retenue. L'intérêt de ces attachements axiaux, c'est effectivement de diminuer le rapport couronne clinique-racine clinique, donc de pouvoir conserver certaines dents, et ensuite, la prothèse le recouvrant, de ne pas avoir de crochet visible sur les dents résiduelles. Vous voyez ici qu'il y a une partie métallique sur la dent résiduelle qui est la 13, mais que cette partie métallique est du côté lingual. Ce type d'attachement est un attachement qui rend beaucoup de services en prothèse adjointe. Nous voyons ici un attachement dit coronaire, parce qu'il est, il est au niveau de la couronne de la dent. Et cet attachement coronaire peut être une glissière, par exemple, comme on le voit en bas, ou peut-être un biloque, comme on le voit en haut, c'est-à-dire qu'il y a deux cylindres qui viennent se glisser comme deux cylindres côte à côte, viennent se glisser dans un logement au niveau de la dent. L'intérêt, c'est de pouvoir obtenir une rétention par friction et se dispenser à ce moment-là d'avoir des crochets qui soient visibles, par exemple, dans le sourire. Ce sont des attachements dits coronaires qui sont peut-être de précision comme en bas, c'est-à-dire que ils ont été usinés en usine, dans le cadre d'une usine, ils sont vendus tout près. Ou alors, comme en haut, on peut les voir, c'est un attachement en fait qui a été coulé, c'est-à-dire qu'il y a eu des préformes en plastique qui ont été mis dans le maquettage, dans la cire, et qui se retrouvent être coulés avec la couronne de la future céramique, de la chape en métal de la future céramique. Vous avez ici un cas d'une prothèse partielle qui est combinée à une prothèse conjointe, une prothèse fixée. Ce cas a été réalisé en 1975 et a dû être déposé en 2009, c'est-à-dire qu'il a quand même résisté, il a duré quelques années. On peut remarquer qu'il y a d'une part des fraisages au niveau du secteur 1, c'est-à-dire au niveau de la 16 et la 17, avec le passage d'un crochet cavalier qui a été aménagé avec un attachement. Et puis il y a sur la 22, qui est une dent en extension, il y a un attachement avec une glissière. En fait, le fait d'avoir des attachements, des fraisages combinés comme ça, dépend d'une chose importante qu'est l'axe d'insertion. À partir du moment où vous avez un axe d'insertion parfait, parfaitement bien compris, bien choisi, eh bien il y a possibilité de jumeler des attachements et des fraisages. Ainsi, cette prothèse a pu, grâce à une bonne technique d'empreinte, une bonne occlusion et un bon choix de fraisage et d'attachement, a permis de durer dans le temps. Ça veut dire que la prothèse partielle n'est pas forcément l'antichambre de la prothèse complète, comme certains le disent. La prothèse bien faite, une prothèse partielle bien faite, peut être vraiment quelque chose de durable. L'implantologie date d'il y a quelques années. Effectivement, on retrouve des traces d'une autre implantologie moderne dans les années 50-55. Puis ensuite, ces implants ont été un peu transformés et on a connu d'autres types d'implants qui ont bien moins réussi. Et maintenant, depuis une bonne vingtaine d'années, on peut dire qu'on a une implantologie qui peut être utilisée vraiment au quotidien par beaucoup d'entre nous à partir du moment où ils reçoivent une formation correcte. L'implantologie est rentrée dans le quotidien de nos cabinets et nous permet de simplifier énormément nos cas d'étrempement, d'édentement partiel. L'implantologie est souvent pensée comme quelque chose qui permet de faire de la prothèse fixée, et on pense aux couronnes, aux bridges, mais l'implantologie sert aussi à nous aider en prothèse partielle et en prothèse complète. Nous allons voir quelques cas où l'implantologie nous a permis de mieux réaliser des cas de prothèse combinée, donc de prothèse partielle conjoint à de la prothèse fixée. Ce cas clinique est celui d'une femme qui a un bridge de 13 à 23. Ce bridge est très légèrement mobile et nous avons une prothèse partielle dans le secteur postérieur. Le plan d'opposition de force correspondant au pointillé montre qu'on a une certaine stabilité de ce bridge
et que ce bridge peut effectivement aider un petit peu la prothèse partielle, mais que cela n'est pas complètement satisfaisant. En fait, quelques années après, nous avons pu, grâce aux implants, stabiliser bien mieux ce bridge en ayant 3 plans d'opposition de force correspondant aux flèches jaunes, améliorant le polygone de sustentation de l'ensemble de la prothèse fixée, donc de sa stabilité, et ainsi avoir une prothèse partielle qui recouvre les secteurs postérieurs, qui soit mieux aidée par la réalisation de la prothèse fixée. Ceci est un apport incontestable de l'implantologie à la prothèse partielle. Nous avons ici un cas clinique présentant un bridge complet sur une poutre, sur un plan. C'est l'image que l'on a en général de l'implantologie. Un ensemble d'implants, pas forcément parallèles entre eux. Vous voyez que le maxillaire étant conique, étant un tronc de cône, ces implants ne sont pas forcément parallèles entre eux. Donc un rattrapage de ce parallélisme a été fait grâce à une poutre, et 3 bridges ont été scellés sur cette poutre. Oui, cela paraît satisfaisant, mais pas tant que cela. Premièrement, parce que la résorption fait que la lèvre n'est pas toujours aussi bien soutenue qu'avec une prothèse adjointe qui permet d'avoir des parties en résine qui soutiennent mieux la lèvre. Mais surtout, vous voyez qu'on a dû fermer les embrasures de telle manière à ce que le patient puisse dire des S et qu'il ne postillonne pas, c'est-à-dire que la salive ne passe pas au travers de ces embrasures. Vous voyez donc, si on a une lèvre basse, eh bien les choses vont être cachées, donc ce sera satisfaisant. Par contre, si on a une lèvre qui découvre ce type de prothèse, cela n'est pas forcément complètement satisfaisant. Donc la prothèse fixée sur poutre ou sur un plan, comme ça, n'est pas forcément une prothèse complètement satisfaisante, tout au plus au niveau psychologique pour le patient, parce que c'est vrai que le patient a l'impression, dans une prothèse fixée, d'avoir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ses dents. Mais les fonctions ne sont pas toujours rétablies au mieux. Ce cas clinique présente des dents résiduelles mobiles. Pour la raison psychologique, nous avons tenu à garder ces dents, puisque c'était les dernières dents du patient, il tenait absolument à ces dents-là. Aussi, nous avons réalisé une prothèse partielle sur pilotis, c'est-à-dire que la prothèse partielle va permettre aux dents résiduelles de tenir. Les dents résiduelles sont collées sur l'armature. Ce sont des choses qui sont un peu particulières, mais qui peuvent tenir dans le temps et qui, en fait, sur ce cas-là, qui tiennent depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce que déjà, nous avons 3 plans d'opposition de force, antérieurs 3 sur le secteur 3 et secteur 4, réunis par une seule armature, et que, en fait, nous avons un système qui est modulable, puisque le jour où ces dents vont être perdues, eh bien, il y aura toujours la possibilité de rajouter des implants et de compléter sur l'armature, de compléter cette armature avec des dents sur un plan. Donc ce sont des systèmes, il faut savoir que l'implantologie permet d'avoir des systèmes qui sont modulables et qui doivent être modulables dans le temps. Ce cas est intéressant. Pourquoi ? Parce que sur le secteur 3, il y a des avulsions qui sont prévues. Et puis, il y a un pronostic plus que réservé sur la 34 et la 35. Donc en fait, il nous reste 33 et 43. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le cadre d'une prothèse dite subtotale, puisqu'il ne reste que 2 dents sur l'arcade. Le seul fait de mettre simplement 2 implants et qui nous permettent de faire un bridge de 33 à 43 permet au patient de se retrouver avec une prothèse partielle beaucoup plus petite qu'une subtotale, bien moins envahissante, et ensuite c'est un cas connu de prothèse partielle, relativement facile à réaliser. Vous voyez donc que nous sommes largement simplifié la vie de praticien en plaçant simplement 2 implants. Ce cas clinique nous propose aussi un autre problème. Imaginons que donc le secteur 3 n'ait aucun implant, et il n'y avait aucune dent, une crotte résorbée. Comment faire pour qu'une prothèse partielle puisse venir s'attacher
a une dent aussi faible que la 32. La 32, vous voyez que très bien qu'elle a un rapport couronne clinique racine clinique est défavorable. C'est pas une dent qui est très forte, qui est très solide. Aussi, il faudrait relier cette 32 à une 31. Et cette 31 suffirait-elle? En fait, la vraie solution serait une attelle qui irait jusqu'à la 43. Et à ce moment-là, on remarque tout de suite que le caractère quand même relativement important de la préparation de prothèses conjointes, simplement pour pouvoir avoir une attache et avoir quelque chose de durable dans le temps. Nous avons du mal à mettre ces deux implants. Ces deux implants, pour la petite histoire, ils sont relativement inclinés, ils vont vers la symphyse et ils sont très longs. Il n'était pas possible de mettre plus d'implants dans cette crête très résorbée, qui avait déjà subi pas mal de petits problèmes avec un implant lame avant. Mais nous avons pu réaliser quand même sur ces deux implants ce petit bridge. Et ce petit bridge avec un verrou et une petite prothèse adjointe au niveau des secteurs 3. Nous avons donc pu nous simplifier énormément notre plan de traitement et simplifier notre cas simplement en ayant la possibilité d'avoir une attache beaucoup plus solide pour une prothèse adjointe et ensuite d'avoir quelque chose de beaucoup plus agréable en bouche qu'une grande prothèse adjointe. C'est pour ça que même si on ne peut pas forcément mettre tous les implants nécessaires pour une prothèse conjointe ou fixée, il est toujours possible peut-être d'avoir quelque chose, une alternative de traitement combinant de la prothèse conjointe et de la prothèse adjointe. Ce cas clinique est celui d'un patient qui était porteur d'une prothèse complète au maxillaire et une prothèse subtotale à la mandibule, et il avait donc des problèmes dentaires depuis l'âge de 20 ans. Quand il est venu nous voir, il y a un peu plus de 60-65 ans. Et lorsque je lui ai proposé de faire des implants à la mandibule pour pouvoir avoir une prothèse de meilleure qualité, il était tout à fait d'accord. Vous voyez que, étant donné le nombre d'implants, j'aurais très bien pu faire un bridge à la mandibule. Mais ce patient a préféré, pour ne pas avoir des joues trop creuses et avoir le même soutien de ses joues et paraître un peu plus jeune, pour tout dire, il avait une compagne bien plus jeune que lui, a préféré conserver sa prothèse complète parce qu'il avait peur que sa physionomie soit changée. La première leçon, c'est que effectivement les organes paraprothétiques ne sont pas toujours parfaitement soutenus en prothèse sur implant lorsqu'il y a eu des résorptions. Et la préoccupation de ce patient nous apprend quelque chose, c'est que la prothèse adjointe permet très souvent de mieux soutenir ces organes paraprothétiques. D'autre part, l'autre intérêt à faire une prothèse complète sur des poutres comme cela, c'est le fait de pouvoir plus facilement avoir une meilleure hygiène au niveau des implants et au niveau de la prothèse, lorsque le patient n'a pas de préjugés particuliers à avoir une prothèse fixée absolument. Ce cas clinique est celui d'un monsieur qui présentait dans la zone antérieure une crête qui était quasiment entièrement en conjonctif, donc très peu d'os. On avait un tout petit peu d'os au niveau des secteurs 1 et 2. Qui nous ont permis de poser simplement 3 implants. Il a pu être réalisé une toute petite poutre sur le secteur 2, une couronne sur la 17 et une poutre entre l'implant et cette 17, avec un fraisage qui permet de dissocier l'implant et la couronne. Et ayant 2 poutres de chaque côté, on a pu mettre en place une armature sur ces 2 poutres avec 2 verrous, notés par les flèches vertes sur la photo en bas et à gauche. Le fait d'avoir cette espèce de bridge qui puisse être amovible sur ces 2 poutres, avec un appui antérieur quand même au niveau du secteur antérieur, comment appeler cette prothèse? Une prothèse partielle, peut-être, oui, effectivement, il y a un appui muqueux. Il y a une rétention qui a été établie sur les 2 poutres, avec une part de stabilisation de sustentation sur ces poutres. L'intérêt de cette prothèse, c'est qu'on n'a pas de palais. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable pour le patient.
On a une gencive, ce qui permettait à ce patient, lorsqu'il souriait, de ne pas avoir des dents trop longues et d'avoir quelque chose qui ressemble plus à la réalité, et d'avoir un soutien de la lèvre qui soit correct. Donc en fait, oui, sur le modèle, vu comme ça, on a l'impression d'une prothèse qui est peut-être moins agréable à porter qu'un bridge sur un plan, mais somme toute, ce type de prothèse est quand même relativement très bien accepté par les patients. Particulièrement des patients comme cela qui ont déjà eu des prothèses amovibles. Simplement parce qu'il y a un soutien de la lèvre, il y a un sourire qui est possible avec des volumes dentaires au niveau antérieur qui sont corrects, et surtout qu'il y a cette absence de palais et qu'ils ont l'habitude de pouvoir démonter une prothèse, de la brosser, de la nettoyer, de la remettre en place. Janus prêt. Janus est prêt. Tu mets en route. Ouais, ça y est. Tu mets un peu sur le... On ouvre tout. Hop, et on essaye là, tous les petits c'est passé.